Franck Ferrand raconte sur Radio Classique. Cette émission est consacrée à un musicien, mais un musicien amoureux de peinture et ami des impressionnistes. Et je vais la commencer, cette émission, en vous montrant un tableau, et même deux, car on peut montrer la peinture à la radio, il suffit de la décrire. Les mots sont là pour ça. Il y a un portrait d'Édouard de Taille où l'on voit Chabrier installé au piano. Il est presque un peu raide, sans avoir pris la peine d'ôter son par-dessus ni son chapeau. Il triture à pleine main l'ivoire d'où s'échappe une multitude de notes. On pense à la description qu'a faite Alfred Bruno. Le spectacle de Chabrier exécutant Espagna dans un feu d'artifice de cordes cassées, de marteaux en miettes et de touches pulvérisées était chose de drôlerie inénarrable qui atteignait à la grandeur épique, voilà qui donne l'image d'un compositeur qui serait une sorte de pianiste broyeur d'ivoire. À ce portrait, permettez-moi d'opposer tout de même celui plus connu et sans doute plus juste d'Henri Fantin-Latour. Ça s'appelle « Autour du piano » et ça date de 1885. Vous pouvez voir la toile au musée d'Orsay. Chabrier est là dans la position d'une sorte de chef de bureau, même s'il y a quelque chose de rustique dans sa physionomie, avec sa taille râblée, ses doigts charnus et ses bras courts, ses mains potelées en somme. Comme Huysmans, son compagnon de bureau au ministère de l'Intérieur, ou son ami Manet, il appartient à la race des novateurs bourgeois typiques de la fin du 19e siècle. Celui qui nous dit ça, c'est Francis Poulenc, dans sa biographie du compositeur qui vient d'être rééditée par Jean-Philippe Biojou chez Bleu Nuit éditeur. Chabrier, en tant que pianiste du groupe, occupe tout le centre de la toile, mais il y a autour de lui toute la constellation des personnalités qui gravitent là, plus en vue que lui d'une certaine manière. Je pense à Vincent d'Indy, l'ombrageux Vincent d'Indy. Le portrait fait référence au concert donné par le groupe qui s'appelle le Petit Bayreuth, groupe formé par Antoine Lascou. Il y a entre Chabrier et les impressionnistes un point commun en effet, qui est le point commun à toute une époque, ou en tout cas à toute une partie de la société de l'époque, c'est l'amour qu'ils vouent tous à Wagner. Au lendemain de l'occupation prussienne, ce n'est évidemment pas forcément une passion bien portée ou bien perçue. Franck Ferrand sur Radio Classique. Il était né dans les monts du Forêt le 18 janvier 1841, Emmanuel Chabrier, à Ambert exactement, donc Ambert, sous-préfecture du Puy-de-Dôme, si je ne m'abuse. La fourme d'Ambert est très connue, c'est un fromage très connu. Sa famille est implantée dans la région depuis des générations, c'est ce qu'on appelle la bourgeoisie auvergnate. Dans mon pays, il n'y a que des brutes, tout au plus bonnes à faire des porteurs d'eau ou des gens d'esprit, j'ai choisi. Son père est un avocat brillant. Le jeune Emmanuel, à 6 ans, commence le piano. Il se colle au clavier et pour professeur, il a 2 pianistes espagnols. C'est ainsi que l'Espagne tout de suite entre dans son univers. Il mettra cette Espagne en musique quelques décennies plus tard. En 1856, ses parents s'installent à Paris. Emmanuel est inscrit au lycée Saint-Louis. Vous voyez que c'est une voie royale qui est en train de se dessiner. Il poursuit ses études musicales. On le décrit comme un élève plein de joie de vivre, un peu bouffon parfois. Il fait rire les autres et il exercera son humour dans le choix des titres de certaines de ses œuvres. Vous savez, pour ce qui est des études, il suit des leçons de piano et d'harmonie. Chabrier au piano, c'est un peu le poisson dans l'eau. Voici un petit extrait d'une lettre à ses parents. Amsterdam 1865, voilà 6 jours que je n'ai pas mis les mains sur un piano, j'en éprouve de douloureuses démangeaisons et je me prends parfois à promener mes doigts sur mon chapeau, sur la table que j'ai devant moi, sur le dos du voisin, bref, sur tout ce qui s'offre. Vous voyez l'esprit de ce garçon. Et peu à peu, ce qui va se confirmer, c'est au-delà de l'habitude d'un interprète, la
vocation d'un compositeur. Emmanuel va suivre certes la tradition familiale qui veut qu'on étudie le droit et qui va le conduire donc au ministère de l'Intérieur où il entre licence en poche à l'âge de 21 ans. On est là en 1861. Autant dire que si l'on sait qu'il y restera jusqu'en 1880, ça fait 19 ans en tant qu'expéditionnaire au bureau des ampliations. Ça ne s'invente pas. On est vraiment dans ce que la fonction publique peut créer de plus folklorique. Un poste qui ne l'empêche pas d'être un des acteurs de la vie artistique à Paris. Il fréquente par exemple la maison d'édition d'Alphonse Lemaire au passage Choiseul. C'est le rendez-vous des grandes figures du mouvement parnassien. Vous savez, les poètes parnassiens. Et on croise là, bien sûr, le chef de file, Villiers de l'Isle-Adam, mais aussi Paul Verlaine, qui dit de lui « Chabrier gai comme les pinsons et mélodieux comme les rossignols ». C'est joliment dit. Verlaine, d'ailleurs, va lui écrire 2 livrets d'opéra bouffe. La vérité, c'est que Chabrier ne terminera jamais ces compositions-là. Il est toujours au ministère de l'Intérieur quand il crée L'Étoile, autre opéra bouffe. On est là le 28 novembre 1877. Accueil mitigé parce que la partition est peut-être un petit peu trop complexe pour un genre musical qui demanderait plus de simplicité. Bref, demi-échec, mais ça ne le décourage pas. Au contraire, plus que jamais, il se sent mûr pour l'opéra et 2 ans plus tard, il se lance dans l'écriture de Gwendoline. Il faudra quand même attendre 9 ans pour que naisse ce premier opéra sérieux dans lequel certains critiques voient, trouvent et dénichent l'influence de Wagner. Chabrier vient de ressentir le choc de sa vie, c'est ça la vérité. Il part pour Munich à l'été 79 pour entendre Tristan. Il y a pour 100 ans de musique là-dedans, dit-il. Il n'a laissé rien à fiche pour nous autres. Qui oserait ? Il parle de Wagner, bien entendu. Et avant de partir, il écrit cette lettre à son chef de bureau. « Monsieur, des affaires d'intérêt m'obligent à partir pour Bordeaux. Je vous serais infiniment reconnaissant de bien vouloir m'accorder les 3 jours qui me sont nécessaires pour les discuter. Les lignes qui sont ci-dessus sont pour mon dossier. Or, comme je n'ai jamais menti, et c'est peut-être pour cela que je me suis toujours attiré la sympathique estime de mes chefs, je vous dois in petto la vraie vérité. Et la voici, je ne vais pas du tout à Bordeaux. Depuis 10 ans, et vous pensez s'il a dû croître depuis cette époque, j'avais un désir fou de voir représenter Tristan et Iseult de Richard Wagner. On ne voit ça qu'en Allemagne et ce chef-d'œuvre se joue dimanche à Munich. Je n'ai pu résister plus longtemps et j'ai couru aujourd'hui pour obtenir une passe jusqu'à Havicourt qui est hélas notre actuelle frontière. Je l'ai obtenue. Voilà mon crime, monsieur le chef de bureau. Je vous supplie de bien vouloir me pardonner cette fugue administrative et de croire à tout mon dévouement. Mercredi matin, au plus tard, je serai au bureau. Veuillez agréer, monsieur, l'assurance de mon plus profond respect. C'est signé Emmanuel Chabrier. Voilà une lettre dont on devrait faire un modèle quand on veut s'absenter de quelques jours de Radio Classique. Finalement, je suis sûr que ça marcherait encore mieux qu'au ministère de l'Intérieur. Le chef va donner son autorisation et ça va, disons-le, changer le destin de notre musicien puisque juste après son retour en 80, il donne sa démission au ministère. Du point de vue budgétaire, c'est pas très prudent, mais tant pis. Il n'a plus l'intention maintenant de travailler en amateur, Emmanuel Chabrier. Il veut faire de la musique son métier. Vous écoutez Radio Classique. España, c'est pas tout à fait un hasard, puisque pour profiter de son nouvel état d'homme libre, on va voir Emmanuel Chabrier voyager avec sa femme. Et le couple part pour l'Andalousie, où il va rester pendant 4 mois. Il est séduit évidemment par les paysages et par le mode de vie des habitants. Quand même, il faut imaginer ce que peut être l'Espagne à la fin de ce 19e siècle. Il est aussi totalement emballé par les rythmes et les mélodies qu'il entend là-bas. Pour Chabrier, c'est une émotion, un éblouissement équivalent à ce qu'il avait ressenti à Munich. Et de retour en France, il écrit donc cette pièce que vous venez d'entendre, España. Elle sera créée le 4 décembre 1884. Succès, le public découvre ce compositeur qui jusqu'alors était un petit peu confidentiel. Est-ce que Chabrier va avoir le triomphe modeste ou est-ce qu'il va faire preuve d'ironie quand il nous dit d'España qu'elle était une pièce en fa et rien de plus? Voyons. Bon. Il faut dire qu'il n'est pas avare de bons mots. Les compositeurs Ambroise Thomas et Benjamin Godard vont en faire les frais. Il y a 3 sortes de musique, la bonne, la mauvaise et celle d'Ambroise Thomas, dit-il.
Il y a Benjamin Godard qui lui susurrait « Quel dommage, mon cher Emmanuel, que vous vous soyez mis à la musique si tard. » Chabrier lui réplique « C'est bien fâcheux, mon cher Benjamin, que vous vous soyez mis si tôt. » Jérémy Bigori, qui nous a concocté cette émission, nous dit que dans la musique de Chabrier, ce qu'il faut mettre en avant, c'est le plus souvent une extrême délicatesse de sentiment, si sa muse est prime sautière, des accents mélancoliques, une mélodie candide s'immisce tout à coup dans la trame musicale et vous fait chavourer, nous dit Jérémy. Toute sa vie, il se confrontait à des problèmes de métier. Tout me coûte beaucoup de travail, avoue-t-il. Je n'ai pas ce qu'on appelle de la facilité. Il travaille au crayon et à la gomme, autant ici, modifiant là, soucieux de noter méticuleusement la moindre nuance, le moindre quart de soupir. Il aime les harmonies audacieuses et les rythmes jaillissants qui assurent à sa musique cette couleur qu'il revendique dans une lettre à ses éditeurs. Voilà ce qu'il dit. S'il ne faut traiter que le gris perle ou le jaune serein avec leurs nuances, cela ne me suffit pas. Et sur le catalogue du Bon Marché, il y a 300 nuances rien que dans le gris perle. Un peu de rouge, mon Dieu. Ah bah, les gnou-gnou, jamais la même teinte. Et il ajoute, sachant qu'il aura le mot de la fin, de la variété, de la forme, de la vie par-dessus tout et de la naïveté si c'est possible. Et ça, c'est le plus dur. La naïveté, c'est ce qui manquait tant à Wagner que Chabrier admirait tant, mais dont d'une certaine façon il va s'éloigner, va s'affranchir en tout cas, contrairement à d'autres compositeurs comme Ernest Reyer ou Vincent d'Indy. On peut même dire que sa musique pour piano va être d'une certaine façon un antidote contre Wagner. Un jeu de contraintes qu'on rencontre aussi en littérature. Un Jules Renard idolâtrait Victor Hugo, mais il fait exprès d'écrire à la pointe sèche pour s'opposer en quelque sorte aux grandes orgues hugoliennes. Vous voyez, on se définit souvent par rapport à un maître qu'on essaie ensuite, auquel on essaie d'échapper. Bref, l'été 89, Chabrier repart pour Bayreuth, entendre Parsifal et les maîtres chanteurs. Cette fois, il écrit à sa femme le 22 juillet. Aujourd'hui à 4 heures, répétition des maîtres chanteurs. C'est merveilleux, j'ai pleuré comme un veau. Au bout de 24 heures, tout le monde le connaît, ne serait-ce que par ce bonnet de coton qui ne le quitte pas. C'est aussi commode pour la nuit que pour le voyage, la rue ou le théâtre, disait-il. Donc quand je vous disais que Emmanuel Chabrier gagnait à être connu. Franck Ferrand sur Radio Classique. Alors évidemment que la musique de Wagner le fascine et qu'en même temps il écrit du contre-Wagner, vous avez compris ça, mais ce qu'il passionne, Chabrier, c'est la peinture. Quand on va disperser sa collection de peintures après sa mort, bien sûr à l'Hôtel des Ventes, ce sera le 26 mars 1896, on trouvera quelques-uns des grands chefs-d'œuvre de l'école française. Il y aura là-dedans Les Moissonneurs de Cézanne, s'il vous plaît. Il y aura du Manet, le lièvre, le skating, le bar des Folies Bergères de Manet. Et puis la sortie du conservatoire de Monsieur Auguste Renoir. Et puis 7 toiles de Claude Monet et 2 de Sisley. Bref, les impressionnistes sont extraordinairement représentés dans cette collection d'Emmanuel Chabrier. Alors, il est l'ami des peintres, il est aussi l'ami des poètes, je vous l'ai dit, et des Parnassiens notamment, l'ami de Verlaine depuis sa 20e année. Verlaine lui rend hommage dans le recueil Amour en 1888 avec un poème dédié à Emmanuel Chabrier. Chabrier, nous faisions, un ami cher et moi, des paroles pour vous qui leur donniez des ailes, et tous trois frémissions quand, pour bénir nos ailes, passaient l'Ecce Deus et le je ne sais quoi. Chez ma mère charmante et divinement bonne, votre génie improvisait au piano, et c'était tout autour comme un brûlant anneau de sympathie et d'aises aimables qui rayonnent. Hélas, ma mère est morte, et l'ami cher est mort, et me voici semblable aux chrétiens près du port, qui surveillent les tout derniers écueils du monde, non toutefois sans saluer à l'horizon, comme une voile sur le large au blanc frisson, le souvenir des frais instants de paix profonde.
Les frais instants de paix profonde, voilà une de ces formules dont Verlaine a le secret et qui décrit tellement bien l'atmosphère qui devait régner autour de Chabrier. Dans sa biographie, donc cette réjouissante biographie que je vous conseille, Francis Poulenc déplore l'influence qu'a eu sur lui Catulle Mendès, le poète wagnérien. Chabrier faisait hélas preuve d'un éclectisme tel qu'il fut toute sa vie esclave du piteux Catulle Mendès. Il n'y a qu'à lire le livret d'Isoline de Messager pour voir ce dont il était capable. Un jour que je m'étonnais devant Colette du prestige incroyable de cet hurluberlu vers les années 1880, Colette me répondit avec sa merveilleuse logique paysanne « Qu'est-ce que tu veux, c'était Zeus parfumé au patchouli ». On se dit que cette belle époque fut décidément très belle. Franck Ferrand sur Radio Classique. Alors, il faut souligner aussi l'importance à l'époque des cafés, bien sûr, tous ces cafés parisiens où l'on se rencontre, où l'on cause et où bouillonne une culture extraordinaire. Ça permet aussi de pallier parfois l'étroitesse d'appartements qui, à Paris, contrairement à Vienne, par exemple, sont souvent un peu étriqués. Chabrier est le parfait exemple de cette veine artistique de Montmartre. On est vraiment dans la grande époque, hein. C'est dans le café de la Nouvelle Athènes, donc là on est 9 place Pigalle, juste au pied de la butte, qu'il va rencontrer un certain nombre de ses amis, dont Alfred Sisley. Celle qu'on surnomme la bande des impressionnistes se retrouve aussi, ça vous connaissez le nom du café Gerbois. Et alors là, s'il vous plaît, vous avez Édouard Manet, il y a Fantin Latour et Pissarro, Marcelin Desboutins, Nadar également qui vient là, qui fait partie de la bande. Et puis Cézanne, à qui Chabrier va donc acheter ses moissonneurs, ou Auguste Renoir, je vous l'ai dit. On voit aussi parfois passer comme une silhouette Monsieur Degas, qui le portraiturera dans son célèbre tableau L'Orchestre de l'Opéra. C'est en 1870 et on voit si vous regardez bien dans la loge, vous verrez le visage du jeune Chabrier. Manet le met davantage en valeur dans le bal masqué à l'Opéra 1873, où cette fois on le voit de plein pied, en frac, blotti derrière la danseuse de gauche. Allez voir ce tableau, bal masqué à l'Opéra, et vous verrez Chabrier. Donc, il y a des liens très forts entre Emmanuel et Édouard, entre Chabrier et Manet, comme nous le rappelle Francis Poulenc dans cette biographie qui vient de paraître d'être rééditée par Bleu Nuit Éditeur. Chabrier dédie à l'épouse du peintre son impromptu pour piano, sa première partition publiée, entre parenthèses. Il s'installe rue de Saint-Pétersbourg, tout près de l'atelier du peintre, à qui il rend toutes sortes de visites. Et l'amitié entre Chabrier et Manet sera une amitié sans faille. 6 ans après la mort du peintre, à l'initiative de Claude Monet, entre parenthèses, c'est Manet qui l'avait présenté à Monet, Chabrier va participer au financement de l'Olympia. Vous savez, c'est une souscription pour offrir l'Olympia de Manet au musée du Louvre. Eh bien, il fait partie de ceux qui donnent, qui contribuent. Au total, il aura 7 toiles du maître, dont le bar des Folies Bergères, je vous disais, accroché au-dessus de son piano. Il faut savoir que tous les deux mourront d'ailleurs des suites de la syphilis. Ça aussi, c'était l'époque. C'est le plus mauvais côté de l'époque. Chabrier mourra à l'âge de 53 ans. Et puis, il y a cette amitié également très forte avec Claude Monet, auquel il achètera 6 tableaux, dont la fête nationale rue du Faubourg Saint-Denis, absolument extraordinaire, et acquise seulement pour 200 francs. Vous allez me dire, 200 francs de l'époque, c'était plus qu'aujourd'hui, mais enfin, tout de même, il est témoin de la naissance du second fils du peintre. Un jour, Monet écrit à Chabrier: je vous rappelle votre promesse de venir passer quelques heures à Giverny. Vous savez que vous me feriez le plus grand plaisir. En musique, Chabrier n'aborde pas les grandes surfaces. Il n'est pas dans la symphonie ou le poème symphonique, les grandes sonates comme chez ses amis de la Société nationale de musique qui gravitent autour, eux, de César Franck. Chabrier, c'est un musicien sérieux, mais d'un sérieux qui se cache. Il ne joue pas les importants. Il ignore la hiérarchie des genres, ce qui d'ailleurs le rapproche totalement de ce point de vue-là des impressionnistes. Il n'a pas le sentiment de devoir composer telle ou telle chose. Il traite avec la même conscience une petite pièce pour piano comme l'impromptu en ut majeur ou le cycle des pièces pittoresques.
Les impressionnistes donnent par leur vertu picturale de la noblesse à des sujets qui a priori sont tirés dans une espèce de banalité du monde, d'ordinaire du quotidien, une serveuse de bar, une femme qui enfile ses bas ou une danseuse de café-concert. Eh bien, d'une certaine manière, contrairement à un certain nombre des grands compositeurs de l'époque, Chabrier va faire la même chose. Avant Debussy, avant Ravel, il aura su, dans la musique, instiller une dose importante et appréciable d'impressionnisme. Vous écoutez Radio Classique.